Novembre 2024, le Pentagone publie une déclaration qui fait les gros titres dans le monde entier. L'armée américaine déclare « La technologie des chars de combat entièrement électriques n'existe pas. Il nous faudrait 1200 gallons de diesel par heure pour recharger un seul char en 15 minutes. Impossible, disent-ils. La puissance militaire la plus avancée du monde admet que les chars électriques restent de la science-fiction. Mais voici ce qu'ils n'ont pas mentionné. 82 ans plus tôt, en 1942, un ingénieur autrichien nommé Ferdinand Porsche avait déjà résolu ce problème. Pas avec des batteries au lithium, pas avec des supercondensateurs modernes, mais avec l'ingénierie allemande, à l'époque où les radios à lampe étaient encore à la pointe de la technologie. Le nom de ce véhicule, VK 45.0, un parenthèse P, parenthèse fermante. Le P signifiait Porsche, et ce qu'il a construit n'était pas un char normal. C'était le premier char de combat hybride électrique au monde. 2 moteurs à essence massif, entraînant des générateurs Siemens-Schuckert. Ces générateurs alimentaient des moteurs électriques qui actionnaient les chenilles. Pas d'entraînement mécanique direct, une transmission de puissance purement électrique. L'histoire officielle raconte que le projet de Porsche a perdu face au Tigre de Henschel. Mais la vérité est plus compliquée, beaucoup plus compliquée, et ce qui est arrivé à ces 91 châssis de Tigre Porsche a changé la guerre sur le front de l'Est à jamais. Bienvenue dans l'histoire oubliée de la technologie hybride allemande. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi Ferdinand Porsche a même construit un hybride. La réponse ne commence pas en 1942, elle commence en 1900. Oui, 1900. Lorsque Porsche avait 27 ans, la Lohner Porsche Semper Vivus, le tout premier véhicule hybride au monde. Porsche l'a développé à Vienne, pour les usines Lohner. Des moteurs de moyeu de roue à l'avant, un moteur à essence chargeant des batteries qui alimentaient les moteurs électriques. Le concept était révolutionnaire. Tellement révolutionnaire que l'empereur François-Joseph lui-même a exigé une démonstration. Porsche était obsédé par la propulsion électrique. Non pas parce qu'il était un militant écologiste, mais parce qu'il comprenait les avantages fondamentaux. Les moteurs électriques fournissent un couple maximal à 0 tours. Pas besoin de boîte de vitesse, pas de transmission de puissance compliquée, pas de perte de puissance due au frottement mécanique. Pendant 40 ans, Porsche a perfectionné cette technologie. Pendant la Première Guerre mondiale, il a construit des tracteurs d'artillerie électrique pour l'armée austro-hongroise. Dans les années 20, il a développé des voitures de course hybrides. Dans les années 30, des tracteurs électriques. Lorsque l'Office d'armement de l'armée a demandé un nouveau char lourd en 1941, Porsche savait exactement ce qu'il allait construire. Pas un char conventionnel avec boîte de vitesse et arbre de transmission. Mais sa vision d'un véhicule de combat électrique, 40 ans d'expérience, devait enfin être mise en œuvre. Les spécifications étaient extrêmes. 45 tonnes de poids au combat, un canon de 88 mm, un blindage frontal suffisamment épais pour arrêter n'importe quel char allié à distance de combat, et une vitesse d'au moins 35 km par heure. La solution de Porsche était élégante dans sa complexité. 2 moteurs Porsche type 101, chacun étant un 10 cylindres refroidi par air développant 315 chevaux, soit 630 chevaux. Au total, ces moteurs n'entraînaient pas les chenilles, ils entraînaient des générateurs Siemens-Schuckert. C'est là que ça devient intéressant. Chaque générateur produisait 500 kVA de courant alternatif. Ce courant alternatif était dirigé vers 2 moteurs électriques Siemens. Chaque moteur électrique produisait 230 kW et entraînait une chenille. La boîte de vitesse, inexistante. La transmission mécanique compliquée qui tourmentait tous les autres chars. Éliminée. Au lieu de cela, un commutateur de conduite régulait la distribution du courant au moteur. Le conducteur voulait aller à gauche. Moins de courant vers le moteur gauche, plus vers le droit. Élégant, précis et étonnamment fiable.
Mais Porsche est allé plus loin. Il a installé un freinage régénératif. Oui, en 1942, la même technologie qui distingue aujourd'hui chaque Tesla. Lors du freinage, les moteurs électriques se transformaient en générateurs. L'énergie cinétique était récupérée et convertie en chaleur, ce qui maintenait l'équipage au chaud pendant l'hiver russe. Les tests ont commencé en avril 1942, sur le champ de manœuvre de Berka en Thuringe. Le VK 45.0 1P a roulé pour la première fois. Les rapports des pilotes d'essai étaient enthousiastes. La direction était plus précise que celle de n'importe quel autre char lourd. Pas de frein de direction qui gaspillait de la puissance dans les virages. Pas de changement de vitesse saccadé, seulement une transmission de puissance électrique fluide. Le char réagissait comme une voiture de sport. Une voiture de sport de 57 tonnes, avec un canon de 88. Mais il y avait des problèmes. Le char était devenu trop lourd. Au lieu de 45 tonnes, il en pesait 57. La quantité de cuivre nécessaire pour les systèmes électriques était énorme. À une époque où l'Allemagne avait besoin de chaque gramme de cuivre pour la production de guerre, c'était critique. Et puis, le 20 avril 1942, l'anniversaire d'Hitler. Une démonstration à Rastenburg, l'hybride de Porsche contre le Tigre conventionnel de Henschel. Les livres d'histoire connaissent le résultat. Henschel a remporté le contrat, mais c'est là que commence la véritable histoire. Qu'est-il arrivé aux 91 châssis Porsche déjà en production? Les mettre simplement à la ferraille était impensable. Trop de travail, trop de ressources, trop d'ingéniosité. Albert Speer a eu une idée. Une idée qui allait changer la guerre sur le front de l'Est. À l'automne 1942, les usines Alket à Berlin ont commencé la conversion. Les caisses de Tigre Porsche allaient devenir quelque chose de complètement nouveau. Un chasseur de chars, le chasseur de chars le plus lourd du monde. Armé du canon anti-char le plus long et le plus puissant que l'Allemagne ait jamais produit. Le 88 mm PAC 43 L71. Une arme capable de détruire n'importe quel char allié à 3000 mètres de distance, montée sur le châssis hybride de Porsche, protégé par 200 mm de blindage frontal. Le nom, Ferdinand, nommé d'après Ferdinand Porsche lui-même. Plus tard rebaptisé Éléphant, et ce nom était approprié. Le véhicule pesait 65 tonnes. Il était massif, il était lent, il était mortel. La transmission de puissance électrique, qui aurait été problématique dans un duel de chars, est devenue un avantage ici. Un chasseur de chars n'a pas besoin de manœuvrer comme un char. Il prend position, il attend, il détruit à distance. La direction précise permettait des corrections minimales lors de la visée. Le freinage régénératif maintenait l'équipage au chaud pendant qu'il attendait des cibles pendant des heures. En juillet 1943, 90 chasseurs de chars Ferdinand se sont mis en route vers la Russie. Opération Citadelle, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Koursk. Et c'est là que l'on a vu ce que le système hybride de Porsche pouvait réellement faire. À Ponyry, dans le secteur nord de la bataille, le régiment de chasseurs de chars lourds 652e combattait. 30 Ferdinand contre des centaines de chars soviétiques et de positions anti-chars. Les résultats furent dévastateurs. Pour les soviétiques, un seul Ferdinand, sous le commandement du Feldwebel Friedrich Koppe, détruisit 22 chars soviétiques en une seule journée. Les équipages soviétiques appelèrent ces véhicules Stalnoï Slon, éléphants d'acier. Ils apprirent rapidement que les attaques frontales étaient du suicide. Le PAC 43 transperçait tous les chars soviétiques à n'importe quelle distance de combat. Le blindage frontal de 200 mm arrêtait tout ce que les soviétiques avaient, même les canons de campagne de 70 mm, qui pouvaient normalement venir à bout de n'importe quel char allemand. Ricochet sans effet.
Pendant la première semaine de Citadelle, les Ferdinand détruisirent plus de 300 chars soviétiques. Les pertes. 13 Ferdinand. Mais seulement 2 d'entre eux à cause du feu ennemi. Les 11 autres à cause de mines, de pannes de moteur ou de collisions accidentelles sur le terrain. Le système de propulsion hybride s'est avéré robuste, étonnamment robuste. Les moteurs électriques Siemens-Schuckert tournaient et tournaient. Aucune défaillance de transmission, aucun problème d'embrayage. Les problèmes qui affectaient les autres chars lourds n'existaient tout simplement pas sur le Ferdinand. Mais les faiblesses se sont également manifestées. Pas de défense rapprochée, pas de mitrailleuses. L'infanterie soviétique apprit rapidement qu'elle pouvait attaquer les Ferdinand par l'arrière. Cocktail Molotov sur le compartiment moteur, mines devant les chenilles. Les équipages étaient impuissants face à l'infanterie qui réussissait à atteindre l'angle mort. Après Koursk, les Ferdinand survivants furent renvoyés en Allemagne pour des modifications. Une mitrailleuse de proue fut installée. La coupole du commandant fut améliorée. Le nouveau nom, Éléphant, devait marquer ce nouveau départ. Mais la vraie surprise est survenue lors de l'inspection des systèmes électriques. Après des mois d'utilisation dans des conditions extrêmes, les générateurs et moteurs Siemens étaient dans un état étonnant. Moins d'usure que sur les transmissions conventionnelles. La transmission électrique que tant de personnes avaient rejetée comme impraticable s'est avérée meilleure que prévu. Un ingénieur de Siemens écrivit dans son rapport. La transmission électrique montre, après 500 heures de fonctionnement, moins d'usure qu'une transmission mécanique après 200 heures. L'avenir de la propulsion des chars est ici. 1944, les éléphants combattirent en Italie, à Anzio. Lors de la défense de la ligne Gustave, le terrain montagneux et les rues étroites étaient en fait idéaux pour le chasseur de chars lourds. La précision de la propulsion électrique permettait des changements de position sur des routes trop étroites pour les chars lourds normaux. À Nettuno, en février 1944, 4 éléphants retinrent une avancée alliée pendant 2 jours. Ils détruisirent 11 chars Sherman et plusieurs canons anti-chars, sans subir de pertes. Les troupes américaines apprirent à craindre et à éviter ces éléphants d'acier. Mais leur nombre diminuait. Chaque perte était irréparable. Il n'y avait pas de production de remplacement. Les 91 châssis de 1942 étaient tout ce que l'Allemagne aurait jamais. Une perte due à une attaque aérienne ici. 2 à cause de mines là. 1 qui coula dans une rivière. Lorsque l'armée rouge atteignit Berlin en 1945, il restait encore 18 éléphants. Ils combattirent jusqu'à la fin, dans les rues de Zossen. Lors de la défense de la chancellerie du Reich, les derniers chars hybrides électriques de l'histoire tirèrent leur dernier coup en avril 1945. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la guerre, les Alliés capturèrent plusieurs éléphants. Les Soviétiques en emmenèrent 3 à Kubinka pour analyse. Les Américains, 2 à Aberdeen. Et ce qu'ils trouvèrent étonna les ingénieurs. Les rapports américains d'Aberdeen décrivent la transmission électrique comme surprenamment avancée. Les concepts étaient en avance sur ceux que nous utilisons dans nos propres véhicules expérimentaux. Le concept hybride mérite d'être étudié plus en détail. Mais il n'a pas été étudié plus en détail. La guerre était finie, le diesel était bon marché, l'énergie nucléaire était l'avenir. Qui avait besoin de chars électriques? 70 ans plus tard. La situation a changé. Le diesel n'est plus bon marché. Les caméras thermiques peuvent détecter la chaleur du moteur à des kilomètres. Un entraînement électrique serait presque invisible au combat. Les avantages que Porsche a reconnus en 1942 sont plus pertinents que jamais aujourd'hui. Et pourtant, novembre 2024, le Pentagone dit que la technologie n'existe pas. C'est là que ça devient intéressant. Que se passe-t-il actuellement dans le monde des véhicules militaires électriques?
2023, General Dynamics commence le développement du M1E3 Abrams, un hybride diesel électrique, la justification officielle. Amélioration de l'efficacité énergétique, réduction de la signature thermique, augmentation de la flexibilité tactique. Exactement les avantages que Porsche a reconnus il y a 82 ans. Rheinmetall présente le KF51 Panther. Avec une configuration d'entraînement hybride optionnelle, l'industrie allemande revient à ses racines, sans le savoir ni l'admettre. Et puis, Tesla. Elon Musk. Tesla. Le Cybertruck est transformé en Sting APC. Transport de troupes blindées basé sur un véhicule électrique civil. Le département d'État américain est impliqué. 400 millions de dollars de controverse. Mais attendez, il y a un problème avec la déclaration du Pentagone. Un gros problème. 1200 gallons de diesel par heure pour charger un char en 15 minutes, cela semble impossible. Ça l'est aussi. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est l'hypothèse. L'hypothèse qu'un char électrique doit fonctionner comme une Tesla, charger, conduire, charger. Ce n'est pas ce que Porsche faisait. Ce n'est pas ce que les chars hybrides modernes feraient. La conception de Porsche n'avait pas besoin de stations de charge. Elle n'avait pas besoin d'électricité du réseau. Les moteurs à essence produisaient l'électricité directement. Le char était sa propre centrale électrique. Tant qu'il y avait du carburant dans le réservoir, le système fonctionnait. Le M1E3 Abrams suit exactement ce concept. Pas de charge sur des prises. Un moteur diesel produit de l'électricité. Des moteurs électriques entraînent les chenilles. Des batteries absorbent les pics de charge. Le système que Porsche a inventé en 1942. Alors, pourquoi la déclaration du Pentagone? Pourquoi l'affirmation que les chars électriques sont impossibles? La réponse réside dans la bureaucratie et dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle course à l'armement a commencé. L'Amérique contre l'Union soviétique. Les deux camps développèrent de nouveaux chars. Le M46 Patton, le M48, le M60 et finalement le M1 Abrams. Tous avec une propulsion conventionnelle, tous avec des transmissions et des turbines. L'industrie américaine de l'armement s'est spécialisée dans les turbines à gaz. General Dynamics, Honeywell, Textron, des industries pesant des milliards de dollars, basées sur la turbine AGT 1500, le moteur du M1 Abrams. Passer à une propulsion électrique n'exigerait pas seulement une nouvelle technologie. Cela signifierait que des décennies de développement de moteurs américains deviendraient obsolètes. Des carrières prendraient fin, des usines fermeraient, des retraites disparaîtraient. Le Pentagone ne se bat pas contre une impossibilité physique, il se bat contre l'inertie institutionnelle. L'Allemagne n'a pas cette inertie, pas dans la même mesure. Rheinmetall développe le KF51 Panther avec une architecture ouverte. Différentes options de propulsion sont possibles. Diesel, hybride, peut-être même entièrement électrique à l'avenir. L'ironie est délicieuse. L'Allemagne, où Ferdinand Porsche construisit le premier char hybride en 1942, est le premier pays occidental à revenir à cette technologie. Tandis que l'Amérique, le pays qui a capturé et analysé la technologie de Porsche, affirme que c'est impossible. Mais parlons de la Chine, parce que la Chine n'affirme pas que les chars électriques sont impossibles. La Chine les construit. Le type 99A2, le char de combat le plus moderne de Chine, la dernière variante est dotée d'une propulsion auxiliaire hybride, pas pour la propulsion principale, mais pour faire fonctionner l'électronique et les systèmes de ciblage lorsque le moteur principal est coupé. Pourquoi est-ce important? Parce que les chars modernes ont besoin de plus de puissance que jamais. Caméra thermique, système de protection actif, système de conduite de tir assisté par ordinateur. Contre-mesures électroniques. Un char moderne est un centre de données roulant, et les centres de données ont besoin de beaucoup de puissance.
Le M1 Abrams résout ce problème en faisant tourner ses turbines constamment. Consommation de carburant énorme, signature thermique énorme, charge logistique énorme. Un char hybride pourrait se cacher en embuscade. Avec le moteur principal coupé, les batteries alimentant l'électronique, aucune signature thermique. Aucun bruit de moteur, juste un prédateur d'acier attendant sa proie, exactement comme le Ferdinand à Koursk. La technologie que Porsche développa en 1942 était en avance sur son temps, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Les principes de base sont simples. Un moteur génère de l'électricité. L'électricité alimente les moteurs. Pas de connexion mécanique directe, seulement des câbles et des contrôleurs. Les progrès depuis lors sont incrémentiels. De meilleurs générateurs, des moteurs plus efficaces, des câbles plus légers, des contrôleurs plus intelligents, mais le concept de base, le concept que Ferdinand Porsche développa à Vienne vers 1900, cela n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'électronique. L'électronique de puissance moderne peut gérer des courants que Siemens n'aurait jamais pu gérer en 1942. Transistors en carbure de silicium, commutateurs en nitrure de gallium, microprocesseurs prenant des milliers de décisions par seconde. Mais les bases sont les mêmes. Porsche savait en 1942 que la propulsion électrique est supérieure. Couple maximal instantanément. Contrôle précis. Moins de pièces mobiles. Moins d'usure. La question n'est pas de savoir si les chars électriques sont possibles. La question est de savoir pourquoi il a fallu si longtemps au monde pour l'accepter. Et c'est là que nous revenons à Tesla, le Cybertruck. Le véhicule électrique controversé d'Elon Musk, anguleux, polarisant et apparemment intéressant pour l'armée, le pack Sting. Un kit de modernisation qui transforme le Cybertruck en un véhicule de transport de troupes blindées, développé par une entreprise appelée Unplugged Performance et apparemment soutenu par le département d'État américain. La controverse est réelle. 400 millions de dollars sont en jeu. Ce pourquoi exactement n'est pas clair. Mais l'implication est nette. L'armée américaine est intéressée par les véhicules de combat électriques, très intéressée simultanément. Le Pentagone dit que la technologie n'existe pas. La contradiction est évidente, mais elle a du sens quand on comprend la bureaucratie, différents départements, différents budgets, différents intérêts. La main gauche ne sait pas ce que fait la droite, ou ne veut pas le savoir. Le Cybertruck, comme véhicule militaire, a des limites évidentes. Il n'est pas assez blindé pour un véritable engagement au combat. L'autonomie est limitée. L'infrastructure fait défaut, mais comme preuve de concept, c'est intéressant. Voici un véhicule qui montre que la propulsion électrique fonctionne pour les véhicules lourds, qui montre que le couple à la demande n'est pas un rêve, qui montre que la technologie existe. Contrairement aux affirmations du Pentagone, l'histoire se répète. En 1942, l'Office d'armement de l'armée allemande a déclaré que la propulsion électrique de Porsche était trop compliquée, trop chère, trop de cuivre, impossible. Ont-ils dit? Ils avaient tort. Le Ferdinand leur a prouvé le contraire. Plus de 300 chars soviétiques leur ont prouvé le contraire. Les moteurs Siemens, qui montraient moins d'usure après 500 heures que les transmissions mécaniques après 200, leur ont prouvé le contraire. En 2024, le Pentagone dit que les chars électriques sont impossibles. Trop de besoins en énergie, pas d'infrastructure. La technologie n'existe pas. Ils auront tort, exactement comme l'Office d'armement de l'armée en 1942. La question n'est pas de savoir si, mais quand et qui. Sera-ce l'Allemagne avec le KF-51 Panther? La réponse de Rheinmetall à l'avenir. Un char conçu pour différentes options de propulsion, dès le départ. Sera-ce la Chine, avec ses propulsions auxiliaires hybrides et sa volonté d'investir dans de nouvelles technologies, sans égard aux anciens intérêts industriels? Sera-ce Israël, avec son histoire d'improvisation et d'innovation? Aujourd'hui déjà,
des entreprises israéliennes développent des propulsions électriques pour les véhicules blindés. Où sera-ce finalement l'Amérique? Pas par le biais du Pentagone, mais par des entreprises privées qui voient l'évidence. Par Tesla, par Rivian, par des startups qui n'ont pas encore de nom. Ferdinand Porsche aurait apprécié l'ironie. Il a passé sa vie à perfectionner la propulsion électrique de la Lohner Porsche en 1900 au VK 45-1 P en 1942. 42 ans, 4 décennies d'innovation. Et maintenant, 82 ans après le Porsche Tiger, le monde est à nouveau au même point. Les mêmes questions, les mêmes résistances, les mêmes fausses affirmations d'impossibilité. Mais cette fois, il y a une différence. Cette fois, il y a des preuves. Pas seulement des calculs théoriques, mais des véhicules sur la route, des millions de véhicules électriques qui prouvent que la technologie fonctionne. Le Ferdinand prouva en 1943 à Koursk que la propulsion hybride fonctionne au combat, dans des conditions extrêmes, par moins 30 degrés en hiver, par plus 40 en été, dans la boue de la Rasputitsa, dans la poussière de la steppe ukrainienne. Ce qui fonctionnait alors fonctionnera aujourd'hui. Mieux, plus, efficacement, plus fiablement. L'histoire a donné raison à Ferdinand Porsche. Il a juste fallu 82 ans pour que le monde soit prêt à l'écouter. Mais c'est peut-être exactement là la leçon. L'innovation véritable prend du temps. Pas parce que la technologie n'est pas prête, mais parce que les gens ne sont pas prêts. Les institutions ne sont pas prêtes. Les industries ne sont pas prêtes. Porsche était prêt en 1942. Le monde ne l'était pas. Aujourd'hui, la technologie est prête. Nous le sommes. Le Pentagone dit non. La technologie n'existe pas. L'histoire dit le contraire. Et la prochaine fois que vous verrez une Tesla sur la route, un Rivian, une Mercedes électrique, alors souvenez-vous de Ferdinand Porsche. Souvenez-vous du VK 45. D'un P. Souvenez-vous des éléphants d'acier de Koursk. L'avenir a été inventé il y a 82 ans. Nous avons juste oublié de regarder, mais attendez, il y a encore plus à cette histoire, beaucoup plus, car Ferdinand Porsche n'était pas le seul à travailler sur des propulsions de chars électriques en 1942. Juste le plus fructueux, l'industrie allemande de l'armement expérimentait sur plusieurs fronts simultanément. Le Maus, Panzerkampfwagen 8 Maus, le véhicule blindé le plus lourd jamais construit, 188 tonnes, et devinez quel type de propulsion il avait, électrique, diesel électrique pour être précis, développé par Ferdinand Porsche, un seul moteur, Daimler-Benz MB 509, produisait de l'électricité pour un générateur Siemens. Le générateur alimentait 2 moteurs électriques qui entraînaient des chenilles massives. Le même principe que pour le Porsche Tiger, en plus grand, beaucoup plus grand. Le Maus pesait autant que 3 tigres réunis. Aucun pont en Europe ne pouvait le supporter. Il devait traverser les rivières au fond. Avec un tuba, un sous-marin de 188 tonnes sur chenilles. Mais la propulsion électrique fonctionnait. Malgré son poids incroyable, le Maus se déplaçait. Lentement, certes, 13 km par heure au maximum. Mais il se déplaçait. Les moteurs électriques fournissaient l'énorme couple nécessaire pour mettre cette masse en mouvement. 2 prototypes furent construits. Tous deux avec la propulsion électrique de Porsche. Tous deux furent dynamités par leurs équipages en 1945 pour ne pas tomber entre les mains des Soviétiques. Mais les Soviétiques trouvèrent les restes. Ils assemblèrent les 2 véhicules détruits pour en faire un exemplaire fonctionnel. Il se trouve aujourd'hui au musée des blindés de Kubinka, près de Moscou, un témoignage de la vision de Porsche et de la folie de la guerre. La technologie du Maus n'était pas folle. Seulement le concept,
Un char de cette taille n'avait aucun sens tactique, mais la propulsion était géniale. Seuls les moteurs électriques pouvaient fournir le couple nécessaire. Seule la transmission électrique pouvait transmettre l'énergie de manière suffisamment efficace. Et puis il y avait le RAT, Land Cruiser P. 1000 RAT, planifiés mais jamais construits. 1000 tonnes. Oui, vous avez bien entendu. 1000 tonnes. 8 moteurs diesel de navires qui produisaient de l'électricité pour des propulsions électriques. Le concept ne dépassa jamais la planche à dessin, mais cela montre à quel point les ingénieurs allemands étaient convaincus par la propulsion électrique. Pourquoi étaient-ils si convaincus? La réponse réside dans la physique. Un moteur électrique a une courbe de couple plate, dès le premier. Instant, à 0 tour, couple maximal, immédiatement, pas de démarrage, pas de montée en régime, pas de patinage de l'embrayage. Un moteur à combustion doit d'abord monter en régime, la courbe de puissance augmente, la boîte de vitesse doit être adaptée, les vitesses doivent être changées, de la puissance est perdue. Pour un char lourd, cette différence est cruciale. Lors du démarrage en côte, lors des virages dans la boue, lors d'une accélération soudaine au combat, les moteurs électriques réagissent immédiatement. Les moteurs à combustion ont besoin de temps. Le Tiger, avec son moteur Maybach et sa boîte de vitesse complexe, était réputé pour ses problèmes de transmission. Les mécanismes de direction s'usaient rapidement. Les engrenages intermédiaires cassaient sous la charge. Chaque réparation impliquait de démonter tout le char. Le Ferdinand n'avait pas ces problèmes. Pas de boîte de vitesse, pas de mécanisme de direction, seulement des câbles et des moteurs. Si quelque chose tombait en panne, on pouvait le remplacer sans démonter toute la chaîne cinématique. Les rapports de maintenance du front de l'Est parlent d'eux-mêmes. Les unités Tiger avaient constamment des chars en réparation. Problèmes de transmission, problèmes d'embrayage, problèmes de différentiel. Les unités. Ferdinand n'avait pas ces entrées. Leurs problèmes étaient d'une autre nature. Panne de moteur, oui, mais pas de problème de propulsion. Les Soviétiques observaient cela attentivement. Après la guerre, ils ont eux-mêmes expérimenté des propulsions électriques, l'objet 268, un véhicule expérimental de la fin des années 40, diesel électrique, inspiré par des conceptions allemandes capturées. Mais la guerre froide a changé les priorités. La masse plutôt que la qualité est devenue la doctrine soviétique. Simple T-54 et T-55 en quantité gigantesque. Pas le temps pour des moteurs électriques compliqués. Les concepts allemands furent archivés et oubliés. À l'ouest, il passe à quelque chose de similaire. L'industrie automobile américaine venait de gagner la Seconde Guerre mondiale, avec des moteurs conventionnels. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait? Détroit construisit des V8. L'armée acheta ce que Détroit construisait, électrique. C'était bon pour les charrettes à lait et les voiturettes de golf. Cette mentalité dura des décennies. Elle dure en partie encore aujourd'hui. Mais le monde change. Les prix du carburant augmentent. Les signatures thermiques deviennent un problème. La réduction du bruit devient importante. Les avantages que Porsche reconnut en 1942 deviennent soudainement pertinents. Et voici le vrai scandale. Ces avantages ont toujours été connus. Les rapports d'Aberdeen sur le Ferdinand existent. Ils sont accessibles au public. Tout le monde peut lire ce que les ingénieurs américains écrivirent en 1945. Le concept hybride mérite un examen plus approfondi. La transmission électrique montre des avantages surprenants. La précision du contrôle dépasse les systèmes mécaniques. Ces mots furent écrits il y a près de 80 ans par des ingénieurs militaires américains sur la technologie allemande et aujourd'hui, novembre 2024, le Pentagone affirme que cette technologie n'existe pas. Soit personne au Pentagone ne lit ses propres archives, soit quelqu'un ment intentionnellement.
Je vous laisse décider quelle option est la plus probable. Le génie de l'ingénierie allemande de la Seconde Guerre mondiale est souvent réduit aux missiles et aux avions à réaction. Le V2, le Me-262, des armes spectaculaires qui stimulent l'imagination. Mais la véritable révolution était plus subtile. Elle résidait dans des concepts comme la propulsion électrique de Porsche, dans des idées tellement en avance sur leur temps que le monde ne les a comprises que des décennies plus tard. Le VK 45.01P a été un échec selon les critères de son époque. Il a perdu face au Tiger de Henschel. Il n'a jamais été produit en masse. Mais, selon les critères de l'histoire, il a été un triomphe de la prévoyance, un triomphe du génie de l'ingénierie, un triomphe de la vision sur le conservatisme. Ferdinand Porsche est décédé en 1952. Il n'a pas vécu pour voir le monde revenir lentement à ses idées, il n'a pas vu les premières voitures hybrides des années 90, les Tesla des années 2010, les discussions sur les chars électriques aujourd'hui. Mais son héritage perdure. Dans chaque véhicule électrique sur la route, dans chaque hybride, dans chaque discussion sur l'avenir de la mobilité, et bientôt, peut-être aussi dans les chars, à nouveau. L'histoire se répète. Ce qui était vieux devient nouveau. Ce qui était oublié est redécouvert. Les idées que Ferdinand Porsche a développées il y a plus d'un siècle trouvent enfin leur heure. Il aura juste fallu 125 ans. De là l'honneur Porsche Semper Vivus de 1900 aux chars hybrides de demain, 4 générations d'innovation humaine plus tard, le monde reconnaît ce qu'un ingénieur autrichien a toujours su, l'électrique est supérieur, l'a toujours été, le sera toujours. La question n'est plus de savoir si... La question est seulement quand et qui. Et pendant que le Pentagone affirme que la technologie n'existe pas, des ingénieurs en Allemagne, en Chine, en Israël, et oui, aussi en Amérique, travaillent sur exactement cette technologie, en silence, sans fanfare, sans communiqué de presse du Pentagone. L'avenir arrive, que le Pentagone le veuille ou non. Ferdinand Porsche aurait souri. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire militaire. Et écrivez-moi dans les commentaires, saviez-vous que Porsche construisait déjà des chars hybrides en 1942? Écrivez Porsche si vous connaissiez déjà cette histoire. À la prochaine fois.